L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal, dont voici les titres. Bamako abrite depuis ce matin le premier forum international des jeunes sur la paix, la sécurité et le développement au Sahel, une initiative du Conseil national des jeunes du Mali. Gestion des fêtes tournantes au Gabon, les enquêtes se poursuivent et c'est le procureur de la République qui monte au créneau pour démentir les allégations d'une opération au sein de l'opinion publique dans le pays. Et ce soir, Mardi Sport sera consacré au final de la Coupe du Mali de handball. Les détails, ça sera en fin de journal avec Yacouba Dansoko. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur le Mali avec l'ouverture ce matin à Bamako du premier forum international des jeunes sur la paix, la sécurité et le développement au Sahel, organisé par le Conseil national des jeunes du Mali. Cette rencontre, qui réunit une quinzaine de nationalités, va permettre d'échanger sur le rôle de la jeunesse dans la lutte contre l'insécurité et bien sûr sur le développement dans la zone sahélo-saharienne. Mahmoud Kaba Diakité et Malik Mbaye pour les détails. Ce premier forum international autour de la thématique paix, sécurité et développement au Sahel réunit des jeunes venus de 15 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Durant 3 jours, les 300 participants vont échanger sur la problématique de l'insécurité dans la zone sahélo-saharienne afin de trouver des mécanismes pouvant permettre à la jeunesse d'apporter sa contribution. Une initiative saluée par le président malien qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Qu'aucun de nos États pris séparément n'est aujourd'hui à mesure, en raison des gestions passées successives du legs de l'histoire, en état aujourd'hui de faire face tout seul à cette problématique sécuritaire dans le Sahel. Dès lors, mutualisons nos forces. À travers les différentes interventions, il ressort que les jeunes sont à la fois les acteurs et les victimes de première ligne de tout conflit armé. Car selon des spécialistes, le manque d'emploi, d'éducation et de confiance des jeunes les pousse souvent à se laisser enrôler facilement par les bandits armés et narcotrafiquants de tout genre. C'est pourquoi pour le président du Conseil national des jeunes du Mali, initiateur de ces assises, il est impératif que les jeunes soient en synergie pour mener des actions de sensibilisation et de mobilisation auprès des populations. La paix et le développement de notre Nord et plus largement au Sahel sont un enjeu global, même s'il paraît aujourd'hui local. Ne répondons pas par des postures, souvent des formules éculées et des discours formatés. Inventons vraiment un vrai modèle de dialogue, de concertation et de réconciliation, créateur de paix et de développement durable. Compte tenu de l'insécurité grandissante aujourd'hui au Sahel, tous sont unanimes qu'il faudrait une réponse globale et multidimensionnelle, d'où la nécessité d'une coopération régionale. Cet espace d'échange et de partage qui sera sanctionné par des recommandations permettra à la jeunesse de faire entendre sa voix et de proposer des actions concrètes pour parvenir à une paix durable et un développement harmonieux. Restons toujours au Mali pour parler cette fois-ci de la clôture ce mardi à Bamako d'une formation de 3 jours sur le thème « Les droits de l'homme, droits artistiques et culturels » initiée par Artwatch Africa. Les participants ont échangé sur les droits de l'artiste et sur la liberté d'expression créative. Des membres des associations des droits de l'homme, des artistes et des représentants du secteur public et privé ont pris part à cette rencontre. Artwatch Africa est un projet d'Arterial Network, l'un des plus grands réseaux panafricains interculturels. Je vous propose d'écouter à présent quelques impressions à l'issue de cette formation qui contribuera sans doute
au renforcement de capacités et au développement du secteur créatif. L'objectif de cette formation était donc de unifier les définitions parce qu'on a observé une incompréhension de la part de tous les acteurs, ce qui fait que le milieu de l'artiste et de la culture était incompris. Et pourtant, l'artiste en soi a un rôle de médiateur, d'intermédiaire et de miroir de la société. Et malheureusement, dans certains pays, je dis bien certains pays, cette liberté d'expression n'est pas totalement respectée. Les droits culturels sont une part importante des droits humains. Il est essentiel de les connaître et d'en respecter pour le maintien, pour la préservation de la dignité humaine, mais aussi l'interaction sociale positive entre les individus et les communautés. Donc ceci étant, il était essentiel de notre point de vue que cette première formation puisse réunir l'ensemble des forces vives de notre pays pour une meilleure compréhension de ces droits qui sont élémentaires. Nous poursuivons avec la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Elle est en bonne voie et désormais un institut est disponible. Il s'agit du Centre interrégional de coordination pour la sécurité et la sûreté maritime du golfe de Guinée, abrégé CIC, dont le siège a été inauguré la semaine dernière à Yaoundé. L'ouverture de ce centre intervient près de 10 mois après le sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sécurité et la sûreté maritime dans le golfe de Guinée. Jean-Paul Mbia pour les détails. La criminalité maritime dans le golfe de Guinée est un sujet qui suscite une véritable prise de conscience collective. Une région qui fait face depuis des décennies aux problèmes de souveraineté des États et de contrôle territorial. C'est dans cette optique que le Centre interrégional de coordination pour la sécurité et la sûreté maritime du Golfe de Guinée a été inauguré ce 11 septembre 2014 à Yaoundé au Cameroun. Un centre dont l'importance est significative. Et dans la perspective de lancer les activités, un accord siège a été signé entre le gouvernement de la République du Cameroun et le Centre interrégional de coordination. La cérémonie s'est déroulée en présence des chefs des exécutifs, du Comité économique des États de l'Afrique centrale, ceux de la CEDEAO et d'autres de la Commission du Golfe de Guinée, accompagnés du représentant spécial, du secrétaire général, chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Il ne reste qu'à installer le personnel du dit centre pour que la lutte contre la criminalité maritime débute effectivement. Au Nigeria, un lourd bilan après l'effondrement d'un immeuble à Lagos. Les autorités mettent en cause les fondations qui n'ont pas été renforcées malgré la construction de 2 étages supplémentaires. Plus de détails avec Djibrila Maïga. 7 nouveaux corps sans vie ont été extraits des gravats de l'immeuble qui s'est effondré vendredi sur le complexe d'une méga-église à Lagos, ce qui porte le bilan à 49 morts. Le gouverneur de l'État s'est rendu sur le site et a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'effondrement du bâtiment. Les autorités mettent en cause les fondations qui n'ont pas été renforcées malgré la construction de 2 étages supplémentaires sur le site de l'église Kohan, dirigée par un pasteur télévangéliste controversé. C'est la 4e fois que des installations du pasteur multimillionnaire sont détruites. Le toit d'une première église avait été arraché dans une tempête, une deuxième église a été emportée dans une inondation et une 3e s'est effondrée. Le télévangéliste figure parmi les 5 plus riches pasteurs du Nigeria. Sa chaîne, TV Emmanuel, est diffusée dans le monde entier. Temitope Joshua, qui se fait aussi appeler le prophète, affirme pouvoir guérir le sida et le cancer et fait témoigner des fidèles soi-disant guéris, ce qui soulève l'ire des ONG qui luttent contre ces maladies. À présent, le reste de l'actualité en bref et en images rassemblées et commentées pour vous ce soir par Aminata Mariko. En RDC, les Congolais avaient les yeux rivés lundi sur l'ouverture de la nouvelle session parlementaire. Tout le monde attendait avec impatience les discours d'ouverture des débats au Sénat et à l'Assemblée. L'enjeu, quelle sera la nature de la modification de la Constitution? Une démarche initiée par la majorité, contestée par l'opposition, la société civile et une partie de la majorité.
Lundi, le président du Sénat a appelé les députés à ne pas se servir de la révision de certains articles pour changer totalement de constitution. Au Sénégal, l'audition des co-prévenus de Karim Wade se poursuit à la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI. L'audience a démarré sur une nouvelle polémique vendredi dernier. La Cour s'est en effet transportée à la clinique où est hospitalisé Bibo Bourgui, le principal co-accusé de Karim Wade. Mais l'audition a été avortée en raison de l'état de santé de l'homme d'affaires. Hier, les commentaires allaient encore bon train. Madagascar, depuis l'élection de la nouvelle équipe politique, des questions se posent toujours au niveau de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. La Grande Île reste un pays où les journalistes peuvent aller en prison, notamment en détention préventive avant leur procès. La loi contre la cybercriminalité votée au mois de juillet comporte des articles qui prévoient des peines d'emprisonnement pour des délits de diffamation, en particulier contre les fonctionnaires et les membres du gouvernement. Madagascar, toujours plus de 64 millions de dollars, soit près de 50 millions d'euros, c'est l'enveloppe que le programme des Nations Unies pour le développement veut attribuer au pays. Jeudi, le PNUD a validé son programme pays pour la Grande Île, un programme qui doit s'appliquer sur 5 ans de 2015 à 2019. Et pour poursuivre, direction Gabon pour parler des enquêtes financières sur la gestion des fêtes tournantes. Le parquet de Libreville poursuit ses investigations pour entendre les opérateurs économiques et les hauts cadres de l'administration soupçonnés de détournement. Et dans un entretien exclusif accordé ce matin au bureau d'Africable de Libreville, le procureur de la République dément les allégations d'une opération à tête chercheuse au sein de l'opinion publique au Gabon. C'était donc avec Ismaël Obianze. Des piles de dossiers sur la table, pas besoin de lunettes pour voir que le procureur de la République est au travail. À l'écho de la volonté politique qui s'est exprimée au sommet de l'État contre l'impunité, le ministère public s'est saisi de l'affaire relative à la gestion dite scabreuse des fonds des fêtes tournantes, environ 400 milliards de francs CFA volatilisés des caisses du Trésor gabonais alors que cet argent devait servir à une juste cause, celle de l'intérêt public. Cet argent a été donné pour améliorer les conditions de vie de ces Gabonais qui sont dans des coins reculés. Mais si cet argent n'a pas été utilisé à bon escient, pourquoi voulez-vous que la justice reste muette au motif que c'est parce qu'il y aurait des élections? Selon Sidonie Owe, près d'une dizaine de personnalités auraient déjà été interpellées à la suite des investigations. Parmi celles-ci, les opérateurs économiques et les hauts cadres de l'administration publique ayant intervenu dans la chaîne d'acquisition des marchés non réalisés. Mais l'opération soulève des questions au sein de l'opinion. Pourquoi la soumettre à des bornes chronologiques? Qu'est-ce qui garantit l'indépendance de la justice dans la démarche en cours, sachant qu'elle est officiellement inspirée par une volonté politique à moins de 2 ans de la présidentielle? Pour cette question précise sur l'indépendance judiciaire, le procureur de la République évoque l'argument massu de la liberté encadrée des magistrats. Les magistrats sont libres dans l'exercice de leurs fonctions. Ils n'ont pour borne que leur conscience et la loi. On est libre, mais cette liberté est bornée par la loi. Pas assez pour convaincre les adversaires politiques du régime qui n'excluent pas l'hypothèse d'une opération à tête chercheuse, les visant exclusivement. Pour sincère qu'elle paraisse, la traque des présumés fossoyeurs pourrait-elle néanmoins aboutir à des peines alternatives? Il ne me revient pas à moi d'écrire un genre de peine ou des peines alternatives. Les peines sont effectivement prévues par la loi. Avec cette opération épervier à la gabonaise, est-ce la fin de l'impunité vraiment? Évidemment, si l'on en croit le ministère public qui s'appuie sur le code pénal en son article 141, dont les peines vont pour les sommes allant de plus de 250 000 francs CFA à la réclusion criminelle à perpétuité et un minimum de 10 ans d'emprisonnement ferme pour les détournements de moins de 250 000 francs CFA. Bon à savoir, tous ceux qui auront entièrement remboursé les fonds détournés peuvent bénéficier d'un sursis. La lutte contre le virus de l'Ebola, à présent, on estime à près de 20 000 le nombre de personnes qui pourraient être infectées par le virus d'ici fin 2014. Selon l'ONU, il faudrait près d'1 milliard de dollars, soit 773 000 € pour arrêter l'épidémie. Et de son côté, Washington compte envoyer près de 5 000 soldats dans les zones où sévit la maladie. L'épidémie d'Ebola nécessite plus que jamais une réponse forte.
Une plus grande prise de conscience, davantage de moyens et d'aides, ceci devrait provenir pour une grande part des États-Unis. Selon des responsables américains, le président Obama va annoncer un plan de 500 millions de dollars pour aider à lutter contre la propagation du virus. Une somme qui inclut l'envoi de 3000 soldats au Libéria. Le premier contingent est attendu dans une quinzaine de jours. En outre, les États-Unis vont former 500 personnels de santé chaque semaine. Construire 17 établissements de soins de santé, soit un total de 17 000 lits. Fournir des trousses de soins de santé à domicile. Les premières 50 000 seront livrées au Libéria cette semaine, avec des centaines de milliers d'autres à venir dans toute la région. Washington s'engage aussi à former les populations locales sur la façon de traiter les patients exposés. Les États-Unis devraient baser le siège de leurs opérations ici, à Monrovia. On craint désormais une mutation du virus en une maladie plus facilement transmissible. Les États-Unis souhaiteraient une réunion d'urgence avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, seulement habilité à traiter des questions de menaces de paix et de sécurité. Sans une action internationale immédiate, nous sommes confrontés à la possibilité d'une crise sanitaire qui pourrait coûter plus de vies que les estimations actuelles et propulser l'Afrique de l'Ouest une génération en arrière. Si le Conseil de sécurité devait se réunir, ce serait seulement la deuxième fois autour d'une question de santé. Les États-Unis intensifient leurs efforts et espèrent que d'autres pays prendront les mêmes décisions. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette épidémie de fièvre hémorragique est d'une ampleur jamais vue. Et Washington va donc envoyer 3000 soldats au lieu de 5000, comme je l'avais dit tout à l'heure. Place à présent à Mardi Sport et nous sommes avec Yacouba Dansoko. Yacouba, bonsoir. Bonsoir Albertine. Alors les hommes de l'USFA et les dames de Missabougou sont les vainqueurs de la Coupe du Mali de handball saison 2013-2014. Oui, les finales se sont disputées au Palais des Sports de Bamako samedi dernier sous la présidence du ministre de la Jeunesse, le ministre des Sports, Ousseni Amion Guindo. Voilà, ce sont les hommes de l'USFAS qui se sont imposés ici à maillot bleu par 24-17 face à l'Est commune 2. Les dames de Missabougou se sont imposées par 27-25 devant le Tata de Sikasso. C'était là donc les échos concernant cette finale de la Coupe du Mali. Sinon, les Coupes du Mali de handball édition 2014. Et malgré ces deux victoires en éliminatoire de la CAN 2015, l'équipe du Sénégal ne rassure toujours pas. Oui, il faut faire allusion au choix du système de son sélectionneur Alain Giresse. Cela n'est pas nouveau. Partout, le français est passé, notamment au Gabon et même au Mali. Il a été critiqué dans le choix de ces systèmes, notamment le schéma tactique mis en place. Au Sénégal, c'est le même scénario qui se passe là-bas, avec notamment la presse qui est montée cette fois-ci sur le créneau. Le Sénégal qui ouvre la passe. 2 sorties, 6 points, on prend. Les Lions du Sénégal réussissent leur entrée en matière devant l'Égypte et le Botswana. Ils ont fait l'essentiel, va-t-on dire? Oui, l'essentiel est fait. Mais il y a beaucoup de choses à revoir dans cette équipe. Le jeu du Sénégal ne séduit pas et ne rassure point. Le Sénégal, malgré ses 2 victoires acquises devant des adversaires largement à sa portée, n'a pas fait allure. L'équipe n'a aucun style de jeu. Elle semble payer cash la frilosité de son staff technique. Avec 3 jours axiaux en défense, Kara, Dilaboudi, Lamine Sani, 2 excentrés qui jouent plus comme latéraux, Pamdiaï Soare, Stéphane Badji. Un Stéphane Badji, pur milieu de terrain qui, bien utilisé, aurait pu apporter beaucoup plus à l'équipe. Et 2 milieux défensifs, Cheikh Kouyaté et Idrissa Gana Gueye. Le Sénégal ne peut visiblement proposer du jeu. Pire, l'équipe est souvent en infériorité numérique au milieu. Un joueur comme Sadio Mané, en dépit de ses 2 buts, gagnerait lui à discipliner son jeu. Son talent est réel, mais il en fait souvent trop. Pressé, les Lions en arrivent même à balbutier facilement le football. Contre l'Égypte, les Lions ont compté sur la vista de Damdoui qui a pu délivrer 2 superbes passes à Mambiram et à Sadio Mané. Pour le reste, la copie rendue est bien pâle. Les Pharaons ont confisqué littéralement le milieu de terrain, se payant même le luxe de submerger notre défense. Face à des adversaires plus aguerris, le match aurait pris une autre tournure. Cela n'est point rassurant. Où sont passés les acquis de Casablanca? La maîtrise collective laisse à désirer. On nous dira toujours que l'essentiel est de gagner, mais il est possible de bien jouer et gagner. Telle est la marque de grandes équipes.
Pourquoi le Sénégal en est incapable? L'attente a plus que duré. Giresse vient de passer 18 mois à la tête de Lyon. Il a encore beaucoup de chemin à faire pour concocter un plan de jeu digne de son nom. Dans le contexte actuel, l'Égypte, en pleine phase de reconstruction, et l'inexpérimenté Botswana sont des proies faciles. Mais demain, on aura la Tunisie, une autre paire de manches. Non à l'euphorie, il y a du travail à faire, sinon la chute risque d'être brutale. À la 85e minute de jeu. Yacouba, d'autres informations sportives? Oui, il faut dire que la Ligue des Champions a redémarré depuis ce mardi, voilà, avec notamment la première journée dans les différentes poules, les 4 premières poules. Et la suite, c'est pour ce mercredi dans les 4 derniers groupes de cette compétition. Et pour terminer avec Mardi Sport, quels sont les prochains rendez-vous sportifs sur Africa Télévision? Eh bien, tout à l'heure, nos téléspectateurs pourront suivre Shoot en direct sur Africable Télévision. Et demain, ils seront donc en compagnie d'Aminata Mariko à partir de 20h30. Merci Yacouba pour toutes ces informations sportives. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations.